Il est pile 7 heures à Bamako, vous êtes sur l'ORTM, bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 19 mai 2025, place au débat. Le Conseil national de transition se prononce aujourd'hui sur le plan d'action du gouvernement pour la période 2025-2026. Le document a été présenté vendredi dernier par le Premier ministre, inspiré de la lettre de cadrage du président de la transition. Il est articulé autour de 8 axes principaux, les enjeux de la journée de débat dès le début de ce journal. Un programme pour améliorer la formation au niveau des instituts de formation de maîtres. Le programme d'appui au renforcement de l'enseignement normal à Rennes concerne 7 régions du pays pour une durée de 10 ans. Concepteurs et bénéficiaires du projet étaient réunis la semaine dernière à la faveur d'un atelier. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, le Burkina Faso immortalise Thomas Sankara et ses compagnons d'infortune. Un mausolée en leur nom a été inauguré hier. C'est la première structure du mémorial Thomas Sankara. Au Niger voisin, on réfléchit stratégie de financement du genre et du développement local par le secteur extractif. L'actualité hors espace AES avec ce coup de fil très attendu aujourd'hui entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un entretien avec l'objectif de mettre fin au bain de sang en Ukraine selon le président américain. Coup de fil qui intervient après l'échec des pourparlers de paix entre Ukrainiens et Russes en Turquie. Et puis les sports du foot au menu. L'Afrique du Sud remporte sa première CAN des moins de 20 ans face au Maroc. Ici au Mali, la 23e journée du championnat national a démarré hier. 3 rencontres étaient au programme. Isaac Chenou nous fera le point en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Journée de débat au Conseil national de transition autour du plan d'action du gouvernement pour la période 2025-2026. Le document, vous vous souvenez sans doute, a été présenté aux conseillers nationaux vendredi dernier, 72 heures après. Place au débat, l'occasion pour les membres de l'organe législatif de poser des questions, de demander des éclaircissements, voire d'apporter des contributions. À l'issue de la journée, il est attendu que le CNT accorde sa confiance au chef du gouvernement et l'autorise à dérouler son plan d'action. Le plan d'action gouvernemental présenté vendredi par le Premier ministre s'articule autour de 8 axes découlant eux-mêmes de la lettre de cadrage du président de la transition, Mohamed Diarra. Quels sont les enjeux de cette journée de débat au CNT? L'exécutif face au législatif, un exercice républicain à la fois solennel et stratégique qui s'annonce très important dans la poursuite de la transition. Le gouvernement et le Conseil national de transition sont deux institutions clés de la transition. La présentation du plan d'action gouvernemental constitue une opportunité unique de présenter à la représentation nationale qu'est le CNT la vision stratégique du gouvernement de transition. Une vision stratégique qui n'est autre que la traduction concrète de la lettre de cadrage du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Plus qu'un simple discours, donc, elle constitue une véritable feuille de route politique, inspirée par les dispositions de la loi fondamentale. En effet, le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, sera face aux membres du CNT 6 mois après sa nomination à la tête de la primature. C'était le 21 novembre 2024. Dans un discours de 32 minutes, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a fait le panorama des actions que le gouvernement entend mener dans les prochains jours, mois et années, afin d'améliorer le quotidien de nos compatriotes. Les réformes à venir et les actions prioritaires à mettre en œuvre ont été énumérées. Le chef du gouvernement peut déjà se targuer d'avoir engrangé quelques résultats tangibles ces 6 derniers mois, parmi lesquels on note volontiers l'équipement et la formation des forces de défense et de sécurité. Le chantier de construction du mémorial pour immortaliser nos héros tombés sur le théâtre d'opération est très avancé. Le recrutement de 15 000 hommes supplémentaires et la mise en place de l'opération Dogoloko, l'opérationnalisation des systèmes intégrés de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités. Au niveau de l'axe 3 du PAG, on retient l'amélioration substantielle de la fourniture de l'électricité qui se poursuivra par l'accroissement des capacités de production et de distribution en énergie et en eau potable, l'amélioration du cadre de vie des populations à travers la réalisation des dépôts de transit, la gestion de la grève de l'APBF, lequel mouvement a failli porter un coup dur à l'économie nationale. Les avancées significatives enregistrées dans le processus de digitalisation et la modernisation de l'administration, pour ne citer que ceci. Ce plan, pour paraphraser le chef du gouvernement, recense la majeure partie des préoccupations légitimes du peuple malien, un peuple qui est le centre de gravité des autorités de la transition. Les atouts énumérés et les perspectives annoncées devront plaider en faveur du Premier ministre ce lundi pour bénéficier de l'accompagnement du CNT à travers le vote du PAG.
Rendez-vous donc au CNT à partir de 9h et sur les antennes, toutes les antennes de l'Office de radio et télévision du Mali. Faciliter la mise en place d'un système de formation amélioré ainsi qu'une gestion efficiente des enseignants, c'est l'objectif recherché par le programme d'appui au renforcement de l'enseignement normal à Rennes. Sont concernés les instituts de formation de maîtres dans cette région du pays. Les deux phases du programme s'étendent sur une période de 10 ans à partir de l'année 2023. Les concepteurs et bénéficiaires du programme étaient réunis à la faveur d'un atelier de lancement. Fadem Bakit. La première phase du programme d'appui au renforcement de l'enseignement normal à Rennes 2023-2028 financé à 4 984 millions de francs CFA par la Confédération suisse à travers la Direction du développement et de la coopération des décès du département fédéral des affaires étrangères est mise en œuvre à travers 3 axes. Elle doit faciliter la mise en place dans les zones bénéficiaires d'un système de formation initiale et continue, améliorer des enseignants couplés à une gestion efficace des enseignants et incluant la formation des formateurs. Johannes Edelman est responsable du programme d'appui au renforcement de l'enseignement normal à Rennes. On travaille avec des formations hybrides, un mélange en présentiel et à distance qui nous permet de travailler sur tout le territoire du Mali, même dans le contexte sécuritaire, parfois difficile dans certaines régions. Jean-Michel Lima, chef suppléant de la coopération internationale Bureau de coopération suisse au Mali. Il s'agit de renforcer les capacités nationales en matière de formation et de gestion du personnel enseignant dans le but ultime d'améliorer la qualité de l'éducation nationale et non formelle. Le programme AREN est conçu pour appuyer l'élaboration des nouveaux programmes IFM Bac plus 3, l'enseignement des langues nationales, l'éducation à la citoyenneté, la paix et la lutte contre l'extrémisme violent, l'utilisation du numérique éducatif et l'intelligence artificielle. Amadou Sissavané, ministre de l'Éducation nationale. Il intervient dans les régions de Sikasso, Bougouni, Koutiala, Mopti, Bandiagara, Douenza, Tomtou et Taoudeni. Le programme AREN permettra d'améliorer les compétences professionnelles des enseignants à travers une formation initiale et continue de qualité et orientée vers le développement des compétences requises chez les apprenants du fondamental et du non formel. De mettre en place un système de gestion des enseignants à la fois fonctionnel et résilient, prenant en compte les contextes de crise sécuritaire et sanitaire et garantissant une répartition équitable des enseignants en fonction de besoins réels des écoles. D'adapter le cursus de formation des formateurs de l'IFM aux besoins pédagogiques des futurs enseignants. La première phase, tout comme la deuxième du programme AREN qui va de 2028 à 2033, s'inscrivent dans le cadre du PRODEC 2 et des conclusions des États généraux de l'éducation qui appellent à une refondation profonde du système éducatif malien. AES, actualité. Il est 7h09 à Bobo-Dioulasso. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération des États du Sahel au Burkina Faso. Le capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune immortalisés. Ils resteront gravés dans les mémoires à travers un mausolée inauguré ce week-end à Ouagadougou par le Premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est la première structure du mémorial Thomas Sankara, baptême de rue à l'honneur des compagnons d'infortune du chef de la révolution burkinabé, honneur militaire et visites guidées des lieux ont été les temps forts de la cérémonie d'inauguration. Alassane Ouedraogo de la Radio nationale du Burkina Faso. 21 coups de canon pour magnifier le capitaine Thomas Sankara, héros national, avant la coupure du ruban du mausolée sous les honneurs de la fanfare militaire. Le mausolée, plus qu'une sépulture, est un lieu de recueillement et d'inspiration pour les futures générations, selon le chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le mémorial Thomas Sankara est conçu non seulement comme un lieu de souvenir, mais aussi comme un espace de réflexion, d'éducation, d'inspiration et d'action. Il a pour vocation de maintenir allumée la flamme de la révolution et de rappeler au monde
le combat du capitaine Thomas Sankara pour rompre les chaînes de l'esclavage et de la domination impérialiste et sortir de l'oppression. Avec la réalisation du mausolée Thomas Sankara, c'est un rêve qui se réalise pour l'ancien compagnon et unique survivant du 15 octobre 1987, Alouna Traoré. Nous sommes émus face à la reconnaissance nationale. Nous avons engagé une lutte, nous avons eu un rêve. Et le rêve aujourd'hui est porté par les générations présentes. C'est à l'honneur d'avoir osé lutter et savoir vaincre. Heureusement, le contexte a changé, la prophétie s'est réalisée et encore une fois, les générations futures doivent porter la noblesse du combat, de la souveraineté, de la dignité, de la probité et de l'intégrité. Serge Bayala incarne la jeune génération. Pour lui, ce n'est que justice rendue au père de la révolution burkinabé. C'est un acte de réconciliation avec Sankara, avec sa mémoire et avec son sacrifice. Parce que pendant tout ce temps, on n'avait pas encore parvenu à réhabiliter Sankara à la hauteur de son sacrifice. Les 12 compagnons de Thomas Sankara ont été eux aussi immortalisés. 12 rues de la ville de Ouagadougou portent désormais leur nom. Il en est de même pour l'ami fidèle de Sankara et ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings. Et au Niger, le secrétaire général de la région de Maradi a procédé au lancement d'une journée d'information, d'échange et de réflexion sur les stratégies de financement du genre et du développement local par le secteur extractif. Sanda Natahi de la Radio nationale du Niger. Financé par Oxfam et Fondation Eulet, le programme Gouvernance et droits humains intervient dans toutes les régions du Niger. Il met en œuvre le projet Campagne 30% qui a pour objectif de renforcer les capacités des régions et communes d'intervention, mobiliser plus de ressources, faire des plaidoyers afin que 30% des recettes engendrées par l'exploitation soient utilisées dans les structures des femmes et jeunes de sa zone d'intervention, à savoir Nigeria, Ghana et les 3 pays de l'AES. Cet atelier regroupe les cellules de participation citoyenne et les bureaux de l'association des femmes du secteur des industries extractives de Maradi, Naïssa et Guidarumji. C'est un programme qui est mis en œuvre depuis quelques années déjà et qui aujourd'hui va connaître une phase d'extension. Il était important qu'on puisse se réunir avant la phase d'extension avec tous les acteurs. En lançant ces travaux, le secrétaire général adjoint de la région de Maradi, Maman Lawan Maman, a cité toute l'importance que revêt cet atelier. La thématique abordée par la présente activité cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement sur les industries extractives et pour un développement inclusif des communautés en mettant un accent particulier sur le genre. Il est attendu de ces travaux des réflexions de qualité qui renforcent l'autonomisation des jeunes et femmes des industries extractives. À 7h13, voyons ce qui fait l'actualité hors espace AES au Tchad. Arrêté vendredi dernier, l'opposant Success Masra est en garde à vue à la coordination de la police judiciaire. Une délégation a pu lui rendre visite pendant le week-end. Il attend désormais d'être auditionné par le juge d'instruction. Il est accusé d'être à l'origine d'un audio ayant déclenché le massacre du village de Mandakao. Ses avocats dénoncent une manipulation numérique et réclament sa libération. La classe politique se divise sur le sujet entre opposants qui dénoncent une instrumentalisation judiciaire et majorité présidentielle qui défend une procédure conforme aux droits tchadiens. Après leur sortie discrète de prison, Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo Valentin ont été exfiltrés du Gabon vers Luanda en Angola en compagnie de l'ancien président gabonais Ali Bongo qui refusait de quitter le pays sans son épouse et son fils. Mais Ali Bongo restera-t-il en Angola? Pour l'heure, aucune certitude. Le choix de Luanda aurait été dicté par l'urgence de quitter le Gabon. Selon plusieurs proches de la famille, la capitale angolaise n'est pour l'heure qu'une étape. Comme destination finale, certains évoquent le Maroc, d'autres plutôt la Grande-Bretagne. Une partie de la famille vit à Londres. Un membre de l'entourage précise que la destination finale sera celle où pourra être assuré un soutien médical adapté. Entrée refusée en Tanzanie hier pour Martha Karua, opposante et avocate. Cette figure de la politique candidate à l'élection
kenyane de 2027 devait assister en tant qu'observatrice à une audience de l'opposant tanzanien Tundu Lissu, inculpé en avril pour trahison et menacé de la peine capitale. Martha Karua ainsi qu'une défenseur des droits humains et une avocate kenyane ont été arrêtés hier de leur arrivée à l'aéroport de Dar es Salaam, détenus pendant plusieurs heures avant d'être renvoyés au Kenya. Le projet de gazoduc Afrique-Atlantique entre le Maroc et le Nigeria avance selon Rabat, passant par 13 pays, principalement ouest-africains, longeant les côtes atlantiques sur plus de 5600 km du Nigeria jusqu'au Maroc avant d'être raccordé au réseau européen. Le gazoduc sous-marin imaginé par Rabat et Abuja va-t-il voir le jour? Le projet progresse selon la ministre marocaine de la Transition énergétique. La plupart des études ont été finalisées, a-t-elle annoncé. Leila Ben Ali a annoncé que le tracé optimal du gazoduc a été déterminé, l'étude de faisabilité achevée, ainsi que celle d'ingénierie préliminaire. Mieux, la ministre a indiqué que les États concernés par le projet ont approuvé un accord gouvernemental. Cette communication survient alors qu'en parallèle, des rumeurs font état d'un retrait du Niger dans le projet concurrent du gazoduc transsaharien Nigeria-Algérie. Niamey n'a toutefois pas réagi officiellement. Donald Trump et Vladimir Poutine doivent s'entretenir ce lundi au téléphone avec l'objectif de mettre fin au bain de sang en Ukraine, selon les mots du président américain, après des pourparlers infructueux entre Kiev et Moscou. Les premiers pourparlers de paix entre Ukrainiens et Russes depuis 2022 qui se sont tenus vendredi en Turquie n'ont pas abouti à un cessez-le-feu demandé par l'Ukraine et ses alliés, les attaques meurtrières se poursuivant sur le terrain. Et puis un mot de la Roumanie. La Roumanie, le maire de Bucarest, Nicos Dan, figure du mouvement libéral et anticorruption, remporte l'élection présidentielle roumaine avec environ 54% des voix. Selon les résultats quasi définitifs, le candidat nationaliste et favori du premier tour, George Simion, obtient environ 45% des voix. L'actualité des sports, c'est tout de suite. Les sports à présent en football, l'Afrique du Sud remporte la CAN des moins de 20 ans aux dépens du Maroc. Ici au Mali, la 20e journée du championnat national a démarré hier. 3 rencontres étaient au programme. Voyons tout cela avec Isaac Chino. Championnat national de Ligue 1 professionnelle, on joue la 23e journée. 3 rencontres ont été jouées hier. Au Salma de Konaté, le Seliba a battu l'US Bougouba par 5-2. L'ISFAS a plié devant l'AS Bagardian 1-0. Au Sal Salif Keita de Mengo de Kati, l'Étoile du Mandé et Binga FC ont fait match un but partout. Les rencontres du Salwazin Koulibaly ont été reportées. Cette journée se poursuit cet après-midi avec les matchs Sabra de Bamako US Bougouni à 17h et ASL de Bamako AS Police à partir de 19h15, toujours au Stade Mamadou Konaté. À 4 journées de la fin, le Sabra de Bamako est en tête du classement avec 52 points, suivi par le Djoliba 44 points et l'ISFAS est 3e avec 38 points. Quand des moins de 20 ans, l'Afrique du Sud succède au Sénégal et brise le rêve de triplé du Maroc. L'Afrique du Sud a battu le Maroc par 1-0 hier en finale. L'Afrique du Sud a tenu donc sa revanche après avoir perdu sa première finale face au même adversaire en 1997. En parallèle, elle soulève son premier trophée de la CAN de moins de 20 ans. Les Marocains échouent, les Lionceaux de l'Atlas passent ainsi à côté de leur deuxième titre et manquent l'occasion de réaliser le triplé après les précédents sacres de moins de 17 ans et de moins de 23 ans. Le Nigeria a arraché la 3e place de cette CAN de moins de 20 ans hier en adoptant l'Égypte au tir au but 4-1 après 1-1 au terme du temps réglementaire. Devant le public, les Pharaons juniors ont craqué face à des Flying Eagles plus lucides et amenés par un jeune héros dans les cages. La Coupe féminine de l'Union des fédérations ouest-africaines, zone A, s'annonce palpitante et se jouera en Mauritanie, organisée de la capitale mauritanienne. Et cette édition regroupe 8 sélections réparties en 2 groupes. Le groupe A réunit la Mauritanie, pays hôte, le Mali, la Guinée-Bissau et le Libéria. Le groupe B oppose le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Sierra Leone. Le coup d'envoi sera donné ce lundi avec l'affiche Mauritanie-Mali. Pour rappel, les 2 premiers de chaque groupe accéderont aux demi-finales. Les sélections à lice tenteront non seulement de remporter le trophée régional, mais aussi de démontrer le progrès du football féminin ouest-africain. Les regards seront tournés vers le Sénégal, champion en titre, mais aussi vers des ambassadeurs comme la Gambie ou le Mali. Basketball pour terminer, championnat national de première division, le coup d'envoi du Caridas en dames et messieurs sera donné ce lundi. Cette phase se jouera en 3 journées avec des confrontations équilibrées et s'annonce intéressante au Palais des Sports Salamatou Maïga.
pour déterminer les équipes qualifiées pour la phase play-off. Les ténors de la balle orange du Mali sont présents sur les deux tableaux. Chez les hommes, le Salon de Bakou, champion du Mali en titre, l'AS Police, le centre de référence de Tombouctou et l'ISFAS vont se battre pour les 2 tickets de la phase des play-offs. Sur le tableau féminin, le Salon de Bakou et le Djoliba sont au rendez-vous, et tout comme l'ISFAS et l'AS Police. La sagesse populaire nous enseigne que quand vous vous retrouvez en brousse avec un sourd et qu'il se met à fuir, suivez-le, il n'a rien entendu, il a sans doute vu quelque chose. Quand vous vous retrouvez donc en brousse avec un sourd et qu'il se met à fuir, suivez-le, il n'a rien entendu, il a sans doute vu quelque chose. C'est un proverbe bamana, interprétation, il n'y a pas de doute à se faire dans certaines situations. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Place au débat, le Conseil national de transition se prononce aujourd'hui sur le plan d'action du gouvernement pour la période 2025-2026. Le document a été présenté vendredi par le Premier ministre, inspiré de la lettre de cadrage du président de la transition. Il est articulé autour de 8 axes principaux. Un programme pour améliorer la formation au niveau des instituts de formation de maîtres. Le programme d'appui au renforcement de l'enseignement normal à Rennes concerne 7 régions du pays pour une durée de 10 ans. Concepteurs et bénéficiaires du projet étaient réunis la semaine dernière à la faveur d'un atelier. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, le Burkina Faso immortalise Thomas Sankara et ses compagnons d'infortune. Un mausolée en leur nom a été inauguré hier. C'est la première structure du mémorial Thomas Sankara. Au Niger voisin, on réfléchit stratégie de financement du genre et du développement local dans le secteur extractif. L'actualité hors espace AES avec ce coup de fil très attendu aujourd'hui entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un entretien avec l'objectif de mettre fin au bain de sang en Ukraine selon le président américain. Coup de fil qui intervient après l'échec des pourparlers de paix entre Ukrainiens et Russes en Turquie. Et puis l'espoir du foot au menu, l'Afrique du Sud remporte sa première CAN des moins de 20 ans face au Maroc. Ici au Mali, la 23e journée du championnat national a démarré hier. 3 rencontres étaient au programme. Il est 7h passées de 22 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination Ousmane Dao. Tout de suite les infos météo suivies de la rubrique des avis et communiqués, une présentation de Fatim Dambélé. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente journée. Au revoir.